Les tribus du monde entier ont des coutumes mystérieuses. Sont-elles liées à des secrets anciens ou détiennent-elles des connaissances que nous n'avons pas encore découvertes? Voici 12 des tribus les plus extraordinaires et intrigantes qui existent encore aujourd'hui. Numéro 12, la tradition singulière de la tribu Apatani. Dans la pittoresque vallée de Siro, à Arunachal Pradesh, en Inde, vit la tribu Apatani, une communauté très soudée d'environ 60 personnes. Leur riche patrimoine culturel et leurs traditions ancestrales sont la pierre angulaire de leur mode de vie. L'une des coutumes les plus remarquables de la tribu est l'utilisation de bouchons nasaux distinctifs par les femmes. Cette pratique a commencé il y a de nombreuses générations, motivée par un besoin de protection inhabituel. Les femmes Apatani étaient réputées pour leur beauté, ce qui entraînait de fréquents enlèvements par des hommes de tribus voisines. Pour éviter ces enlèvements, les anciens ont élaboré une stratégie. Les femmes portaient de grands bouchons nasaux en bois et se tatouaient le visage, ce qui les rendait moins attirantes. Avec le temps, ces marques et ces bouchons nasaux sont devenus des symboles d'identité et de fierté culturelle. Dans les années 1970, le gouvernement a interdit ces traditions, ce qui a conduit à leur déclin. Aujourd'hui, la pratique ne subsiste que chez les femmes âgées, qui continuent de porter des bouchons nasaux et d'exhiber leurs tatouages comme symbole de la résilience et de l'histoire culturelle de leur tribu. Les Apatani ne sont pas seulement connus pour leur apparence frappante, mais aussi pour leurs profondes racines culturelles. Ils célèbrent de nombreux festivals et sont des artisans experts dans le tissage à la main et l'artisanat du bambou. Leur mode de vie est profondément lié à la nature, ancré dans des croyances spirituelles et le respect de l'environnement. Un trait clé de la vie Apatani est le biléan, le conseil du village, qui maintient l'harmonie et l'ordre social. La connexion des Apatani avec la terre est une caractéristique distinctive de leur communauté et ils ont vécu de manière durable pendant des générations, en privilégiant un équilibre respectueux entre les personnes et l'environnement. Numéro 11, les origines mystérieuses de la tribu Rokpa. Dans la vallée isolée d'Ario vit une tribu unique qui intrigue les étrangers depuis longtemps. Connus sous le nom de Rokpa, certains pensent qu'ils sont les descendants de soldats de l'armée d'Alexandre le Grand qui se sont installés dans la région après ses campagnes dans la vallée de l'Indus. Bien que les études ADN ne confirment pas cette affirmation, les Rokpa revendiquent fièrement leur tradition et l'unicité de leur culture. Les Rokpa ont le teint clair et des traits uniques qui ont alimenté des histoires sur leur ascendance aryenne. Cette communauté isolée a soigneusement préservé son héritage et ses coutumes, les transmettant de génération en génération. Un aspect clé de la culture Rokpa est leur préférence pour se marier au sein de leur propre tribu, ce qui, selon eux, les aide à préserver leurs caractéristiques culturelles et physiques. Se marier en dehors de la tribu est considéré comme un risque pour leur identité et leur tradition. La polygamie et la polyandrie font également partie des coutumes des Rokpa, ce qui rend leur pratique matrimoniale particulièrement inhabituelle par rapport à la plupart des autres cultures. Un autre aspect fascinant de leur mode de vie est leur alimentation. Ils évitent certains aliments comme les œufs, le lait et le beurre, bien que la raison de cette restriction alimentaire reste inconnue. Ces traditions et pratiques uniques continuent de faire des Rokpa l'une des tribus les plus intéressantes et énigmatiques du monde. Numéro 10, la mystérieuse première rencontre de la tribu Korubo. En 1996, la tribu Korubo, l'un des derniers groupes non contactés d'Amazonie, est entrée en contact avec le monde extérieur. Également connue sous le nom de Kazeteru ou Clubber, la tribu a gagné le surnom de Edbucksher, Mashtro, en raison de l'utilisation de grandes massues de guerre lors des batailles et pour se défendre. La première rencontre avec la tribu s'est terminée en tragédie lorsque 7 membres de la Fondation nationale de l'Indien du Brésil, la FUNE, ont été tués lors d'un affrontement avec les Korubo. Cependant, le gouvernement brésilien a décidé de ne pas engager de poursuites judiciaires, reconnaissant que les Korubo ignoraient les lois nationales. Le peuple Korubo, qui se nomme lui-même Sala, parle une langue panoane, similaire à celle de tribus amazoniennes voisines comme les Madi et les Matse. Contrairement à d'autres tribus de la vallée du Rio Javari, qui pratiquent les tatouages faciaux, les Korubo se distinguent par leur coiffure singulière, avec les cheveux plus courts à l'arrière et des mèches plus longues à l'avant. Bien que la majeure partie de la tribu reste isolée, un petit groupe vit près d'un poste avancé de la FUNE à la confluence des rivières Itui et Itake, ce qui offre aux chercheurs un aperçu de leur vie. On dit que la chef de ce groupe est Malia, une femme impliquée dans un affrontement important avec des fonctionnaires de la FUNE. Lorsque les fonctionnaires ont demandé la restitution d'une bâche prêtée, Maya les aurait conduits dans une embuscade. Des guerriers Korubo, armés de leur célèbre massue, ont attaqué les fonctionnaires. L'un des guerriers, Taban,
a ensuite expliqué les actions de la tribu, affirmant qu'il ne comprenait pas les étrangers, insistant sur leur ignorance et leur peur. Les Korubo pratiquent certaines coutumes culturelles, y compris l'infanticide, dans des circonstances spécifiques. Par exemple, si un enfant naît avec une malformation comme une fente palatine, la tribu peut choisir de lui ôter la vie, une pratique liée à leur tradition de mariage mixte. Maya, par exemple, a pris la douloureuse décision de mettre fin à la vie de sa propre fille lorsqu'elle a contracté le paludisme, par crainte que la maladie ne se propage dans la communauté. Le mode de vie isolé des Korubo et leur attachement à leurs coutumes ancestrales en ont fait l'une des tribus les plus singulières de l'Amazonie, qui tentent de préserver leurs traditions tout en affrontant les défis du monde moderne. Numéro 9. La connexion sacrée de la tribu Mazé avec le bétail. En Afrique de l'Est, le peuple Mazé a développé une profonde connexion culturelle avec le bétail depuis des siècles. Principalement installés au Kenya et en Tanzanie, les Mazé croient que tout le bétail du monde est un don divin qui leur a été accordé pour qu'ils en prennent soin et le protègent. Le bétail n'est pas seulement un élément crucial de l'économie Mazé, mais aussi un symbole de richesse et de statut. Il est fondamental pour la structure sociale de la tribu, servant de monnaie et de moyen pour forger des relations familiales et claniques. L'échange ou le don de bétail est un élément clé pour renforcer les alliances. Consommer le lait et la viande des animaux est considéré comme un acte sacré qui relie les Mazé à leurs croyances spirituelles. Depuis des générations, les Mazé ont migré avec leurs troupeaux à travers la vallée du Rift, suivant les rythmes naturels de la terre. Ce mouvement saisonnier garantit que la terre ne soit pas surpâturée et permet à l'écosystème de prospérer. Leur alimentation, principalement basée sur le lait, le sang et la viande, fait que les Mazé ont rarement besoin de chasser, ce qui a un impact minimal sur la faune locale. Historiquement, les jeunes Mazé devaient chasser des lions dans le cadre d'un rite de passage appelé Animayo. Ce rituel consistait à chasser les lions mâles, tandis que les lionnes étaient respectées et ne subissaient aucun mal. Cette pratique est désormais interdite dans toute l'Afrique de l'Est et les lions ne sont tués que s'ils représentent une menace directe pour la communauté. Cependant, le courage démontré par les Merani, de jeunes guerriers qui participaient à ces chasses, est encore célébré dans la culture Masaï. Le peuple Masaï est également connu pour son apparence distinctive et ses vêtements traditionnels éclatants. La yucca, une couverture en coton aux couleurs vives, s'enroule autour du corps et est généralement rouge avec des motifs bleus ou noirs. Bien que la yucca se soit popularisée dans les années 1960, remplaçant les vêtements précédents faits de peau d'animaux, elle est désormais portée par presque tous les Masaï et a même influencé les tendances de la mode mondiale. Un autre trait distinctif de la culture Masaï est sa joaillerie complexe, en particulier les colliers et bracelets colorés en perles portés aussi bien par les hommes que par les femmes, qui ont attiré l'attention des créateurs de haute couture. L'un des rituels les plus célèbres des Masaï est la damu, ou danse du seau, interprétée par les jeunes hommes. Lors de cet événement, les hommes forment un cercle et chantent pendant que chacun, à son tour, saute le plus haut possible. Cette impressionnante démonstration de force et de vitalité permet aux guerriers de montrer leur énergie et leur habileté, impressionnant ainsi les fans de la tribu. Elle s'enroule autour du corps et est généralement rouge avec des motifs bleus ou noirs. Bien que la yucca soit devenue populaire dans les années 1960, remplaçant les vêtements précédents faits de peau d'animaux, elle est désormais portée par presque tous les Masaï et a même influencé les tendances de la mode à l'échelle mondiale. Un autre trait distinctif de la culture Masaï est sa joaillerie complexe, en particulier les colliers et bracelets colorés en perles portés aussi bien par les hommes que par les femmes, qui ont attiré l'attention des créateurs de haute couture. L'un des rituels Masaï les plus célèbres est la damu, ou danse du seau, exécutée par de jeunes hommes. Lors de cet événement, les hommes forment un cercle en chantant pendant que chacun, à son tour, saute le plus haut possible. L'impressionnante démonstration de force et de vitalité sert de moyen pour les guerriers de montrer leur énergie et leur habileté, impressionnant ainsi les fans de la tribu. Elle s'enroule autour du corps et est généralement rouge avec des motifs bleus ou noirs. Bien que la yucca se soit popularisée dans les années 1960, remplaçant les vêtements précédents faits de peau d'animaux, elle est désormais portée par presque tous les Masaï et a même influencé les tendances de la mode mondiale. Un autre trait distinctif de la culture Masaï est sa joaillerie complexe, en particulier les colliers et bracelets colorés en perles portés aussi bien par les hommes que par les femmes, qui ont attiré l'attention des créateurs de haute couture. L'un des rituels Masaï les plus célèbres est la damu, ou danse du seau, exécutée par de jeunes hommes. Lors de cet événement, les hommes forment un cercle en chantant pendant que chacun, à son tour, saute le plus haut possible. Cette impressionnante démonstration de force et de vitalité permet aux guerriers de montrer leur énergie et leur habileté, impressionnant ainsi les fans de la tribu.
Les touristes en safari sont souvent fascinés par cette danse et certains essaient même d'y participer, bien que peu parviennent à atteindre les hauteurs des Massaï après des années de pratique. Numéro 8, les Agoris, un chemin différent vers l'illumination. Les Agoris sont un groupe unique et énigmatique de moines au sein de l'hindouisme, connus pour leurs pratiques spirituelles peu conventionnelles. Cette secte suit une voie qui défie les croyances traditionnelles sur la pureté, la moralité et la vie après la mort. Les Agoris vénèrent Shiva, la divinité de la destruction et de la transformation, croyant qu'à travers lui ils peuvent échapper au cycle de la réincarnation et atteindre le moksha, la libération ultime des attachements terrestres. Leurs rituels sont conçus pour les aider à se connecter avec les forces divines, souvent à travers des actes que la société pourrait considérer comme troublants ou tabous. Ce qui distingue les Agoris, c'est leur utilisation d'espaces sacrés, en particulier les champs de crémation. Ils considèrent ces lieux comme sacrés, offrant de profondes perspectives spirituelles. Dans ces endroits, ils couvrent leur corps de cendres provenant de restes incinérés, croyant que ces cendres contiennent une puissante énergie spirituelle qui les relie à des royaumes supérieurs. Ils estiment que toutes les choses de l'univers sont interconnectées, rejetant les distinctions humaines entre pureté et impureté. Certains Lagoris vont encore plus loin en consommant de petites quantités de chair humaine, une pratique destinée à dissoudre l'ego et à approfondir leur connexion avec le divin. Pour eux, ce n'est pas un acte grotesque, mais un exercice spirituel essentiel qui aide à briser les barrières entre la vie et la mort. L'histoire des Agoris demeure un mystère. Les chercheurs suggèrent que leurs racines pourraient se trouver dans des sectes hindoues plus anciennes, comme les Kapalika et les Kalamuka, qui étaient actives entre les 7e et 8e siècles. Ces premières sectes étaient connues pour leurs rituels intenses, parfois effrayants, qui incluaient l'adoration de divinités féroces et la réalisation de sacrifices. Avec le temps, ces traditions ont évolué pour devenir les pratiques agoris que nous connaissons aujourd'hui. Le fondateur de la voie agori moderne est Baba Kinaram, une figure vénérée qui a façonné les croyances de la communauté. Il a souligné que tout dans l'univers, même ce que la société considère comme impur, fait partie du divin et qu'en l'acceptant, ses disciples pourraient dépasser les limites de la condition humaine et atteindre la libération spirituelle. Le rejet par les agoris des normes sociales, comme leur pratique de vivre parmi les morts et d'interagir avec des choses que d'autres craignent, est fondamental dans leur cheminement spirituel. Leurs rituels ne sont pas destinés au public. Ce sont des exercices personnels et privés conçus pour les rapprocher de Shiva. Ces actes peuvent sembler choquants ou troublants pour ceux qui ne les connaissent pas, mais pour les agoris, ce sont des étapes profondes vers l'illumination, offrant une perspective de la spiritualité qui remet en question les idées conventionnelles du bien et du mal. Numéro 7. Les Himba, une tribu aux fortes traditions. Cette tribu, qui vit principalement dans la région de Cunene, au nord de la Namibie et au sud de l'Angola, est connue pour sa culture vibrante et son apparence imposante. Environ 50 personnes appartiennent aux Himba et maintiennent un mode de vie profondément enraciné dans leurs anciennes coutumes et modes de vie. L'une des caractéristiques les plus remarquables du peuple Himba est son apparence distinctive. Les femmes ont généralement le torse nu et portent des bijoux symboliques, tandis que leur peau est recouverte d'un mélange de graisse animale et d'ocre, ce qui leur donne une teinte rougeâtre. Ce mélange, appelé Ojis, est un symbole de beauté et une façon de protéger leur peau du soleil intense du désert. Les villages Himba sont petits, avec des maisons construites en bois et disposées en cercle autour d'un feu sacré. Ce feu est un élément central de leur vie spirituelle, représentant leur lien avec leurs ancêtres. Leur routine quotidienne tourne autour des soins au bétail, principalement les bovins, qui ne sont pas seulement leur principale source de richesse, mais aussi une part essentielle de leur culture et de leur identité. Les Himba ont eu très peu de contact avec le monde extérieur pendant des siècles, vivant paisiblement comme éleveurs de bétail dans les régions arides et reculées de la Namibie. Cependant, cela a changé au XXe siècle, lorsque les explorateurs européens sont arrivés pour la première fois dans la région, apportant avec eux une certaine influence extérieure. Malgré ces interactions, les Himba ont largement préservé leur mode de vie traditionnel. La polygamie est une pratique courante dans la société Himba, et de nombreux hommes ont plusieurs épouses. Cependant, les coutumes matrimoniales des Himba sont uniques. Lorsque les filles atteignent la puberté, leurs parents arrangent leur mariage, tandis que les garçons doivent passer par un rite de passage comprenant la circoncision pour indiquer qu'ils sont prêts pour l'âge adulte et le mariage. Pour les filles, la maturité féminine n'est complète que lorsqu'elles deviennent mères. Le mariage est un processus formel qui implique un échange important de bétail. Cette transaction, connue sous le nom de dot, est un élément clé de l'accord matrimonial. Les familles négocient la quantité de bétail,
et la qualité des animaux influencent les négociations. Le mode de vie des Aba est fermement ancré dans leurs pratiques traditionnelles et, malgré les influences modernes, ils continuent de valoriser leurs coutumes. Leur apparence distinctive, leur lien avec le bétail et leurs fortes croyances spirituelles font de l'une des tribus les plus fascinantes et culturellement riches d'Afrique. Numéro 6, les Samis, une culture autochtone qui transcende les frontières. Le peuple Sami, qui vit dans 4 pays, la Norvège, la Suède, la Finlande et la Russie, est l'une des communautés autochtones les plus singulières et résilientes d'Europe. Contrairement aux tribus plus petites, la population Sali compte environ 80 000 habitants et près de la moitié vit en Norvège. Bien que leur histoire ait été principalement centrée sur l'élevage de rennes, aujourd'hui, de nombreux Samis vivent dans des villages et travaillent dans diverses industries modernes, allant du tourisme au service public. Malgré ces changements, les Samis restent attachés à leurs riches traditions culturelles, ce qui les distingue des autres communautés. L'élevage de rennes demeure une pierre angulaire de la vie Sami, en particulier en Norvège, où de vastes étendues de terre sont consacrées au pâturage. Pour de nombreux Samis, cette pratique n'est pas seulement un moyen de subsistance, mais aussi une façon de rester connectés à leurs ancêtres et à la terre. Historiquement, les Samis ont dépendu de la pêche, de la chasse et de l'élevage pour survivre, mais ces derniers temps, beaucoup se sont adaptés au travail moderne tout en maintenant leur lien avec leur héritage. L'une des traditions les plus précieuses chez les Samis est le djwak, une forme de chant profondément personnel qui peut être dédié à une personne, un lieu ou un animal. Le djwak n'est pas seulement de la musique, c'est une expression de connexion et une partie essentielle de la vie spirituelle Sami. Il est considéré comme l'une des formes de chant les plus anciennes d'Europe, transmis de génération en génération. Un autre aspect important de la culture Sami est le gakti, leur costume traditionnel. Ces vêtements aux couleurs vives, souvent ornés de motifs complexes, sont portés lors de célébrations et d'événements spéciaux. Les Samis sont également reconnus pour leur artisanat, notamment la broderie à l'étain et les perles, et sont experts dans la confection de vêtements, d'outils et de bijoux. Cet artisanat est une part vitale de leur identité culturelle, avec des savoir-faire transmis de génération en génération. Malgré les pressions modernes, le peuple Sami continue de préserver ses traditions tout en s'adaptant aux nouvelles réalités. Leur capacité à équilibrer l'ancien et le nouveau leur a permis de prospérer et de maintenir leur culture vivante, même dans un monde en perpétuel changement. Leur résilience et leur fierté pour leur héritage font des Samis une communauté véritablement unique et extraordinaire. Numéro 5, les hommes de Bouassaro, maîtres de la peur et de l'illusion. Au cœur des jungles de Papouasie-Nouvelle-Guinée, il existe une tribu qui inspire à la fois l'admiration et la crainte, les hommes de Bouassaro. Avec leur apparence spectrale inquiétante et leurs mouvements lents et mesurés, les hommes debout semblent être des esprits marchant parmi les arbres. Leur corps recouvert de boue grise et leurs énormes masques terrifiants créent une présence intimidante, glaçant quiconque les rencontre. Autrefois l'un des groupes les plus pauvres de la région, les hommes debout sont aujourd'hui célèbres pour leurs traditions uniques et leur apparence imposante. Contrairement aux autres tribus colorées de la région, les hommes de Bouassaro ne sortent pas de vêtements voyants ni de décorations élaborées. À la place, ils recouvrent tout leur corps d'argile blanche, ce qui leur confère une apparence surnaturelle. Ils avancent en file indienne, prudemment et toujours attentifs à leur environnement. Certains portent des arcs et des flèches, tandis que d'autres brandissent des lances ou des gourdins. Certains portent même des bâtons de bambou peints en rouge en forme de griffe. L'atmosphère qu'ils créent est si troublante qu'ils semblent presque spectres, comme si des fantômes traversaient la jungle. Alors que de nombreuses tribus utilisent la boue pour se préparer au combat, les hommes debout le font pour éviter les conflits. La légende des hommes debout les décrit comme des guerriers féroces, mais leur véritable force réside dans leur apparence terrifiante. Les hommes de Bouassaro croient qu'en inspirant la peur aux autres, ils peuvent éviter de se battre complètement. Cette tactique astucieuse a été utilisée pour la première fois par leurs ancêtres il y a des siècles. Le peuple Atzaro, autrefois un groupe pacifique et timide, vivait près de la rivière Atzaro lorsqu'il a rencontré pour la première fois des tribus ennemies. À l'approche des assaillants, ils virent des silhouettes couvertes de boue blanche et grise qu'ils prirent pour des esprits vengeurs. Terrifiés, les envahisseurs prirent la fuite, ce qui donna une idée aux Atzaro. À partir de ce jour-là, les Atzaro commencèrent à se couvrir de boue pour effrayer leurs ennemis, laissant leur visage propre en raison de la nature toxique de l'eau de la rivière. Ils utilisaient des pierres, des bâtons et tout ce qu'ils trouvaient pour créer des masques intimidants. Comme on pouvait s'y attendre, les ennemis crurent que les Atzaro étaient des esprits et prirent la fuite.
Cette astuce ingénieuse leur permit de préserver leur vie paisible sans jamais avoir à se battre. Numéro 4. La tribu des sentinelles protégeant son isolement, qui vit sur l'île de North Sentinel. C'est l'une des tribus les plus isolées et inapprochées du monde. Leur foyer isolé, entouré de récifs peu profonds et éloigné des routes maritimes habituelles, rend l'approche de l'île presque impossible. Protégée par les lois strictes du gouvernement indien, l'isolement de l'île est quasiment total. Mais ce ne sont pas seulement la géographie et la réglementation gouvernementale qui tiennent les étrangers à l'écart. Les sentinelles défendent activement leur isolement avec une hostilité féroce. En 2018, le monde a entendu parler des sentinelles lorsqu'un touriste américain a été tué après avoir tenté de visiter l'île illégalement. Cet événement tragique a attiré l'attention mondiale sur les efforts de la tribu pour protéger sa vie privée. Malgré des rencontres occasionnelles avec des étrangers au fil des siècles, ces tentatives se sont souvent soldées par des situations dangereuses, avec des conséquences fatales aussi bien pour les visiteurs que pour les sentinelles eux-mêmes. Les estimations de la population de la tribu varient considérablement, allant de seulement 15 à 500 personnes, bien que la plupart des sources suggèrent qu'il serait entre 80 et 150 individus. On pense que les sentinelles sont apparentés à d'autres groupes indigènes des îles Andaman, situés dans la baie du Bengale, mais leur isolement prolongé les a rendus culturellement uniques. On sait très peu de choses sur leur mode de vie. Personne ne comprend leur langue, car elle reste un mystère et seules des observations limitées de leurs activités ont été réalisées. Parfois, des marins ont aperçu des feux allumés sur la plage ou entendu des chants, mais les sentinelles ont fait peu d'efforts pour se révéler au monde extérieur. Le nom « sentinelle » est un terme attribué par des étrangers, car personne n'a réussi à communiquer avec la tribu pour savoir comment elle se nomme elle-même. Leur isolement total du reste du monde en a fait l'une des tribus les plus énigmatiques et farouchement indépendantes qui existent encore aujourd'hui. Les sentinelles ont constamment démontré, par leurs actions et sans avoir besoin de mots, leur détermination à rester à l'abri des influences extérieures, ce qui fait de l'une des tribus les plus mystérieuses de la planète. Numéro 3. La tribu Corowe, qui vit dans les cimes des arbres. Cachée au cœur des denses forêts tropicales de Papouasie. La tribu Corowe a vécu pendant des siècles dans l'isolement, préservant un mode de vie étroitement lié à la nature. Pendant une grande partie de leur existence, ils sont restés isolés, pratiquant un mode de vie qui comprenait des traditions féroces, comme le cannibalisme envers ceux qu'ils considéraient comme des ennemis. Cependant, au fil des années, leurs interactions avec le monde extérieur ont progressivement augmenté. Bien que la pratique du cannibalisme ait diminué, les Corowe ont tout de même réussi à préserver bon nombre de leurs anciennes coutumes. Les Corowe ont été découverts par des étrangers en 1978, lorsqu'un missionnaire nommé Johannes Veldhuizen, accompagné d'un guide de la tribu voisine Sidak, a établi un contact avec eux. Auparavant, les Corowe et les Sidak entretenaient des affrontements violents fréquents, incluant la chasse aux têtes et des pratiques cannibales. Aujourd'hui, les Corowe sont connus pour leurs maisons uniques dans les arbres, construites à grande hauteur, souvent entre 8 et 15 mètres, et certaines atteignent 45 mètres. Ces maisons sont entièrement construites avec des matériaux naturels, comme des branches d'arbres, de l'écorce de sagou et des lianes de rotin, sans clous ni vis. Malgré leur hauteur, elles sont robustes et offrent une protection contre les insectes, les animaux sauvages et même d'éventuels ennemis. Chaque maison comprend une barrière en bois pour empêcher les enfants de tomber et une échelle pour faciliter l'accès. Les Corowe construisent une nouvelle maison dans les arbres tous les quelques années, marquant ainsi le passage du temps avec ces structures. La tribu a un mode de vie unique, également organisé selon l'âge et le genre. Les hommes et les femmes vivent séparément, et les enfants les rejoignent une fois qu'ils ont appris à chasser discrètement dans la jungle. Le mariage au sein de la tribu Corowe obéit à un ensemble de règles spécifiques. Les femmes se marient généralement jeunes, tandis que les hommes se marient plus tard, car ils doivent accumuler des ressources pour une dot et organiser un festin. Bien que les Corowe accordent une grande importance à la communauté et à l'harmonie, des disputes surgissent parfois, notamment à propos de la sorcellerie, d'accusations ou de désaccords matrimoniaux. Dans les cas extrêmes, les punitions peuvent être sévères, allant de l'exil jusqu'à, historiquement, le cannibalisme. Malgré leur réputation féroce, les Corowe vivent en harmonie avec la jungle, s'appuyant sur d'anciennes traditions qui les guident depuis des siècles. Numéro 2, la tribu Moken, maîtresse de la mer. Également connue sous le nom de gitans de la mer, cette tribu vit sur les eaux de l'archipel de Mergui depuis des centaines, voire des milliers d'années.
Ils passent la majeure partie de leur vie sur de petites embarcations en bois appelées cavans et ne reviennent sur la côte que pendant la saison des moussons pour établir des camps temporaires. Leur vie sur l'eau est fondée sur la légende d'une ancienne reine qui aurait maudit le peuple Moken à vivre sur les mers en guise de châtiment pour la trahison de son mari infidèle. Mais aujourd'hui, le peuple Moken ne considère pas son mode de vie comme une punition. C'est un style de vie qu'ils ont adopté et perfectionné au fil des générations. Vivant presque exclusivement en mer, les Moken ont développé des compétences extraordinaires dans la pêche et la collecte de ressources aquatiques. Ils plongent librement sans l'aide d'équipements de plongée modernes, ce qui leur permet de retenir leur souffle pendant de longues périodes et de voir sous l'eau avec une clarté exceptionnelle. Ces compétences se sont transmises de génération en génération, leur permettant de chasser et de récolter une grande variété de créatures marines. Après avoir récolté leur prise, les Moken échangent avec des commerçants côtiers contre des articles essentiels comme le riz et l'essence. Ces échanges constituent l'un des rares liens qu'ils entretiennent avec le monde extérieur. La société Moken est organisée en groupes familiaux, chacun dirigé par un chef de famille. Ces groupes voyagent ensemble en flottille, formant une communauté soudée qui se soutient mutuellement. Leur profond respect pour leurs ancêtres joue un rôle fondamental dans leur vie quotidienne, avec des rituels dirigés par un chaman qui les guide dans la vénération des esprits de la mer. Les festivals des Moken comprennent des danses en transe, des offrandes et d'autres cérémonies destinées à renforcer leur lien avec le monde spirituel et les eaux qui les soutiennent. Pour les Moken, leur lien avec la mer n'est pas seulement un mode de vie, c'est une connexion sacrée, et c'est à travers ces pratiques spirituelles qu'ils se sentent véritablement chez eux sur l'eau. Leur existence leur apporte un profond sentiment de liberté et de protection spirituelle, alors qu'ils poursuivent leur mode de vie traditionnel sur les mers. Numéro 1. La tribu de la paix, une approche différente de la protection. Parmi les nombreuses tribus qui existent aujourd'hui, l'une se distingue par son approche de la protection, qui ne repose ni sur la force physique, ni sur la peur, ni sur des croyances spirituelles pour défendre ses membres. Cette tribu vit sans avoir besoin de tactiques d'intimidation ni de rituels élaborés dont dépendent d'autres groupes. Au contraire, sa force réside dans sa confiance totale en la coexistence pacifique et la non-violence. Il se concentre sur la résolution des conflits par le dialogue et la compréhension mutuelle, plutôt que par la confrontation physique. Leur succès en tant que tribu repose sur cette approche unique, où le véritable pouvoir réside dans la coopération et le maintien de l'harmonie au sein du groupe. Contrairement aux tribus qui adoptent des attitudes agressives ou défensives, cette tribu adopte l'idée que la paix et la patience sont les formes de protection les plus puissantes. Ils vivent leur vie de manière à éviter les conflits inutiles, utilisant la communication comme principal outil pour gérer leurs interactions avec les autres. Leur mode de vie nous rappelle que parfois, la plus grande force réside dans le calme, la sérénité et l'unité. Même s'ils peuvent faire face à des défis extérieurs, l'engagement de cette tribu envers la paix offre une leçon profonde sur le pouvoir de la non-violence et l'importance de vivre en harmonie avec le monde qui les entoure. On se retrouve dans la prochaine vidéo.